Donc je vais essayer de vous parler un petit peu des avantages potentiels, des limitations actuelles des solides poreux hybrides cristallisés ou Metal Organic Framework. Alors c'est les solides qui sont d'un degré de maturité bien moindre par rapport à ce que vous avez sans doute vu ce matin. Donc puisque ça a commencé cette thématique en gros il y a 10 ans et maintenant il y a de plus en plus d'équipes qui travaillent là-dessus, mais c'est quand même un domaine moins mature, donc c'est assez fondamental ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'introduction, la présentation, donc deux parties. Après une petite introduction que Clément m'a demandé de faire, parce que tout le monde n'est pas familier avec ce type de solide. Donc effectivement l'utilisation de ces solides poreux pour la libération contrôlée et une alternative possible à la libération contrôlée, qui est l'utilisation de ligands directement bioactifs. Donc qu'est-ce que c'est que les solides hybrides? Vous savez tous probablement ce que c'est que les solides hybrides. La différence principale entre je dirais les hybrides amorphes et, on va dire, les Metal Organic Framework, c'est le fait que, tout d'abord, vous avez, comme je le montrerai juste après, une diversité chimique dans le choix des ligands et des cations métalliques que vous allez décider d'associer, mais surtout que ça permet de fabriquer des architectures organisées, cristallisées. Hein. Donc ça présente un certain nombre d'avantages, notamment pour la séparation, les pores sont très définis. Par contre, en termes de mise en forme, ça présente l'inconvénient d'être cristallisé, donc d'être moins malléable. Si vous regardez la composition chimique, cette fois-ci uniquement de ces structures, donc ça, c'est les éléments principaux des solides poreux traditionnels, zéolite, charbon actif, phosphate, aluminium. Si vous regardez les éléments anions ou cations qui constituent les solides de type MOF ou les Core Porous Coordination Polymers, ça dépend d'où on vient. Vous pouvez quasiment récupérer tout le tableau périodique et vous avez après les multitudes de ligands possibles commerciaux ou non commerciaux avec des espaceurs de tout type et des fonctions complexantes très variables. Vous pouvez combiner même sur un même espaceur plusieurs de ces fonctions et ça donne lieu à des milliers d'architectures qui ont été reportées dans les bases de données. Alors toutes ne sont pas intéressantes, hein. La plupart de ces architectures sont instables, ne serait-ce qu'à l'air, mais il y a quand même quelques dizaines ou quelques centaines de matériaux qui ont une stabilité suffisante, en tout cas pour essayer de faire des choses avec. Donc c'est une très grande versatilité de la chimie. Évidemment, on pouvait jouer sur la composition pour avoir des fonctionnalités différentes. Et ce qui est très important, c'est que surtout ça donne lieu, comme vous avez l'espaceur qui empêche la formation d'une phase dense, d'avoir des porosités très importantes. Alors porosité, c'est à l'échelle micro ou mésoporeuse, donc typiquement autour de, on va dire, 1 à 3 nanomètres, ou 0,5 à 3 nanomètres de manière plus large. Donc ce sont des solides aussi, qui cristallisent la plupart du temps sous la forme de microparticules, hein. Mais aussi, comme je vais vous montrer juste après, on peut faire des nanoparticules et regarder un certain nombre d'applications en nanosciences. Donc quelques exemples concrets. Donc les MOF les plus anciens qui ont été réalisés, en tout cas pour eux, c'était les phosphonates métalliques à la fin des années 80, 90. Hein. Donc vous voyez que vous changez le cation ici du vanadium par du titane, vous avez des architectures différentes. Ensuite, la plupart des solides de type MOF qui ont été décrits, ce sont quand même des polycarboxylates métalliques. Donc il y a des appellations qui constituent finalement, qui donnent une indication sur l'origine, donc Hong Kong Université, Matériaux l'Institut Lavoisier, et le nombre, disons, est incrémental en fonction du temps. Et vous voyez ici qu'avec du cuivre, du fer ou du titane, vous pouvez voir qu'avec quasiment les mêmes acides carboxyliques, vous allez former des unités de construction très différentes. Ici un dimère de cuivre, ici un trimère de fer, ici un octamère d'octaèdre de titane. Donc ça donne lieu à des porosités effectivement variables. Vous avez aussi des propriétés acido-basiques ou redox différentes. Hein. Vous avez des centres métalliques accessibles, des centres de Lewis. Vous avez des acidités de Bronsted avec des groupements OH. Et vous avez effectivement, comme vous savez, des centres de type fer 3, des centres redox. Dans le cas du titane, ça donne lieu à des matériaux photoactifs. Hein. Et une chimie un petit peu plus récente, qui a été développée à partir des années 2006, consiste à utiliser des fonctions de type azolate, tétrazolate jusqu'à pyrazolate. Et là, vous utilisez essentiellement la réactivité de ces cations-là avec des métaux divalents, type zinc ou nickel. Et ça donne lieu à des architectures différentes et qui peuvent s'inspirer beaucoup de ce qui existe dans les zéolithes. C'est les analogues, en général, des architectures zéolithiques. En biomédecine. Alors, en biomédecine, c'est une thématique, donc, comme je l'ai dit juste avant, qui a été initiée il y a à peu près une dizaine d'années. Évidemment, vous n'allez pas choisir n'importe quelle composition. Vous allez prendre plutôt des cations biocompatibles, du fer, du zinc, et si possible du calcium et du magnésium. Et ensuite, vous allez voir à partir de ces éléments-là quelles architectures poreuses vous allez pouvoir utiliser pour utiliser les pores pour y insérer un certain nombre d'espèces, des molécules actives, ça peut être des gaz biologiques comme du NO,
Évidemment, on s'intéresse, comme avec tout type de vecteurs, à leur combinaison, par exemple, avec des oxydes de fer pour l'imagerie. On s'intéresse aussi à l'impact de la dégradation de ces matériaux sur les aspects de toxicité. On s'intéresse aux mécanismes d'internalisation. Et évidemment, on a besoin, comme pour tout objet pour le drug delivery, qui se respecte, donner une fonctionnalisation de surface adaptée. Et évidemment, on doit modifier les conditions de synthèse de façon à faire des nanoparticules de ces solides poro-hybrides. Alors, comment les fait-on, ces solides? Alors, les solides non nano, c'est-à-dire quand vous voulez faire une nouvelle architecture, vous allez utiliser essentiellement la synthèse hydrosolvothermale, sous pression ou, on va dire, en conditions douces. Donc, il y a tous les cas de figure qui existent. La synthèse en quelques minutes à température ambiante jusqu'à une semaine à 220 degrés sous pression. Néanmoins, quand vous voulez faire des nanoparticules de ces solides pour pouvoir les injecter, par exemple, vous allez devoir essayer de contrôler la nucléation pour nucléer un maximum de particules au début et de contrôler la croissance pour avoir des solutions de nanoparticules les moins polydisperses possibles. Donc la méthode la plus adaptée, de notre goût en tout cas, c'est d'utiliser la synthèse hydrosolvothermale sous irradiation micro-ondes, de façon à pouvoir nucléer rapidement les particules et avoir aussi une bonne polydispersité et, chose très importante, des grammes de solides, donc un rendement très important. Donc, quelques exemples ici d'architecture mésoporeuse cubique, ici, avec différentes structures. Vous voyez ici, les tailles sont entre 30 et 230 nanomètres. Vous pouvez aussi faire varier la nature de la structure et avoir des choses qui sont relativement anisotropes, comme ces bâtonnets de phase hexagonale ici. Alors évidemment, il y a d'autres méthodes qui existent. Vous pouvez faire les synthèses de nanoparticules par reflux, mais vous avez le problème d'avoir une polydispersité plus importante. Le spray drying, c'est pas mal, mais tous les systèmes ne sont pas adaptables sur le plan de la chimie et il faut souvent laver. La sonication et les doubles émulsions, ça présente un certain nombre d'inconvénients, comme le rendement ou l'utilisation de solvants toxiques. Donc je dirais que, de notre point de vue, en tout cas, la méthode la plus adaptée, c'est les synthèses de nanoparticules sous irradiation micro-ondes. Ensuite, ces matériaux, comme je l'ai dit juste avant, ont une très grande surface spécifique, des volumes poreux très importants. Donc effectivement, c'est intéressant d'essayer d'utiliser ces pores importants de façon à encapsuler des principes actifs de nature chimique très différentes. Ici, c'est un inventaire non exhaustif des principes actifs qui ont été encapsulés dans ces matrices poreuses. Donc vous voyez, il y a des natures chimiques très différentes. C'est des composés polaires, apolaires, de grande taille, des groupements complexants ou sans groupements complexants. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on encapsule en général entre 20 et 80% en masse de principes actifs dans les pores de ces matériaux, ce qui est en général, pas de manière absolue, supérieur à ce que l'on obtient avec les autres drug carriers, y compris les silices mésoporeuses. Donc on a une porosité importante, on peut encapsuler des quantités souvent records, et je vais vous montrer juste après qu'on peut avoir, dans un certain nombre de cas de figure, des libérations relativement contrôlées. Alors, un exemple avec une molécule modèle, donc la caféine, qui a comme particularité d'avoir aucune interaction forte. Ça donne que des interactions de type dispersif. Et ici, on a encapsulé par les méthodes d'imprégnation en solution entre 20 et 50% en masse de caféine dans différents matériaux, micro, mésoporeux, architecture flexible ou rigide, contenant des groupements fonctionnalisés ou des centres acides de Lewis. Et ici, c'est la libération donc dans l'eau en fonction du temps. Et vous voyez qu'on peut avoir des comportements très différents. En général, c'est une libération contrôlée, sauf dans le cas du solide mésoporeux, où effectivement la drogue qui est au centre du pore n'a aucune raison d'être en interaction avec la charpente et donc est libérée relativement rapidement. Mais néanmoins, on peut avoir quand même des libérations relativement contrôlées. Et donc, on a une variabilité de la libération en fonction effectivement de la taille de la molécule. Si vous prenez l'ibuprofène, par exemple, vous allez décaler vers les temps longs la libération de principes actifs. Vous allez avoir des libérations jusqu'à 23 jours. Mais néanmoins, on peut voir que la libération d'un principe actif va vraiment dépendre de la taille des pores et des différents paramètres du MOF que j'ai cité juste après. Là. Si par contre, vous ne travaillez plus dans l'eau, mais dans le milieu physiologique, donc pour une injection intraveineuse en milieu phosphate à 37 degrés, vous voyez que cette fois-ci, vous avez une libération qui est de moins en moins contrôlée, puisque vous libérez essentiellement en quelques heures, avec dans un certain nombre de cas de figure un burst release. Et ça s'explique tout simplement parce que quand vous mettez votre matériau en milieu phosphate, vous allez dégrader le carboxylate de fer. Et ici, par HPLC, on peut voir la libération du ligand carboxylate en rouge, et la libération, en noir, et la libération de la molécule, la caféine, en rouge. Vous avez quasiment une corrélation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement la dégradation est le principal paramètre qui conduit à la libération du principe actif.
Évidemment, ce n'est pas uniquement le cas, puisque vous avez des systèmes où vous avez quand même, malgré la dégradation, un certain contrôle. Donc ici, par exemple, vous avez un contrôle parce que vous avez une porosité monodimensionnelle. Ici, c'est des porosités tridimensionnelles. Donc en termes de diffusion, vous allez ralentir malgré la dégradation et ainsi avoir une libération un peu plus contrôlée. Pourquoi nous avons ce type de comportement? Si on regarde la biodégradabilité de ces matériaux, le carboxylate de fer, et vous regardez à 3 pH différents, donc dans 3 situations différentes, ici c'est dans l'eau pure, le matériau est stable, il ne se dégrade pas. En milieu acide, pH 1,1, pH stomacal, vous avez une très faible quantité de matériau qui est dégradé. Par contre, à pH 7, en présence de phosphate, vous allez dégrader rapidement le matériau. Si vous prenez un autre matériau qui a la même unité de construction, un trimère d'octaèdre de fer, mais vous prenez un ligand qui est un ligand tétracarboxylate au lieu de prendre un ligand tricarboxylate, vous êtes plus complexant et vous avez donc une stabilité en milieu phosphate qui est supérieure. Si vous prenez, après vous changez de composition encore, vous prenez des azolates, des imidazolates de zinc par exemple, vous allez avoir un comportement en pH qui sera totalement inverse. Vous serez stable à pH 7, par contre vous allez dégrader les matériaux à pH 5 par exemple dans les lysosomes. Ce qui veut dire finalement que, pour les carboxylates métalliques, c'est stable en conditions acides. Par contre, si vous prenez des azolates métalliques, ça va être stable en conditions neutres ou faiblement basiques. En conclusion, on peut dire que les MOF, ce sont des solides qui sont, entre guillemets, pH responsive, et donc dont vous pouvez arriver à moduler la façon dont vous allez vouloir les dégrader en fonction du choix, en fin de compte, du système agent complexant et cation métallique. Si on regarde tout de même l'ensemble des MOF qui existent dans la littérature et on se dit quel est le meilleur compromis en termes de composition et de toxicité afin de pouvoir essayer d'aller plus loin en termes d'applicatifs. En fin de compte, je vous ai dit que les azolates de zinc étaient plus stables en milieu phosphate, donc on pourrait tenter de dire pourquoi ne pas prendre ces matériaux pour encapsuler les principes actifs. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient la taille de pore suffisante pour encapsuler les principes actifs de grande taille, ce qui n'est pas le cas des azolates de zinc jusqu'à présent, parce que les fenêtres sont de l'ordre de 3 angstroms. Donc du coup, on s'est dit quand même, ça vaut le coup de regarder avec nos matériaux carboxylates de fer qui ont des grandes tailles de pore, si malgré cette forte dégradabilité, on peut arriver à encapsuler, ça on le sait, mais à libérer tout de même de manière contrôlée. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits avec Patrick Couvreur et Alexandre Agrève à Châtenay, donc avec cette fois-ci des molécules qui présentent toutes des problèmes d'administration, donc qui sont anti-cancer, antivirales, antirétrovirales. Donc on peut encapsuler des quantités qui sont pareil, entre 20 et 50% en masse. Et cette fois-ci, si on regarde la libération, toujours en milieu phosphate, au lieu d'avoir quelques heures de libération comme avec la caféine, on a des libérations beaucoup plus longues, sauf avec le citovovir, qui est une molécule où il y a une combinaison comme la caféine de libération rapide et de libération lente. Mais avec la doxorubicine et l'azétamidyline triphosphate, donc un antirétroviral, on a des libérations entre 3 et 7 jours. Dans le cas de la doxorubicine, ça s'explique par une combinaison d'interactions avec les groupements OH, mais aussi le caractère hydrophobe, puisque si on a un caractère hydrophobe prononcé, la diffusion des phosphates dans les pores va être fortement ralentie. Mais dans le cas de la ZTTP, c'est extrêmement surprenant, parce que c'est une molécule extrêmement polaire, qui a du mal à pénétrer les membranes cellulaires, et qui possède un groupement triphosphate. Donc afin d'essayer d'y voir plus clair, on a analysé ce matériau en présence ou pas de la molécule triphosphatée. Et ici, c'est un bilan de l'étude. Je n'ai pas le temps de présenter toutes les caractérisations aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que l'origine, finalement, de cette libération ralentie en présence d'une molécule très polaire était liée au fait que sur les centres acides de Lewis, on remplaçait l'eau coordonnée par un ou plusieurs des phosphates de la molécule active et que c'est l'échange par les phosphates de milieu physiologique qui était à l'origine de la libération du principe actif, et cela malgré la dégradation du matériau qui n'est pas modifié en présence du principe actif. Donc c'est un cas de figure finalement où l'interaction entre la molécule pharmaceutique et la charpente est largement supérieure au mécanisme lié à la dégradation ou la simple diffusion d'un principe actif lorsqu'on remet en solution. Et ça, si vous considérez finalement l'ensemble de ces solides qui sont, on va dire, biocompatibles et à des tailles de pores suffisantes pour cette application, vous avez quasiment tout le temps ces centres acides de Lewis. Et si vous regardez maintenant les principes actifs qui existent sur le marché, quasiment tous possèdent des fonctions complexantes. Donc, ce qui veut dire que malgré la dégradabilité de ce type de matériaux, vous arriverez tout de même, dans la plupart des cas, à des durées de libération qui seront extrêmement ralenties par rapport à, par exemple, des matrices polymères classiques.
Bon, j'ai montré qu'on pouvait avoir des libérations contrôlées, mais est-ce que c'est libéré à l'intérieur de la cellule? Donc ici, c'est toujours la molécule phosphatée encapsulée dans le matériau et en présence de cellules PBMC. Donc vous voyez, le principe actif tout seul pénètre très mal dans la cellule, ce qui est logique puisqu'il est très hydrophile. Si vous prenez par contre le MOF qui, lui, est amphiphile, il va pénétrer beaucoup plus facilement dans la cellule et il va délivrer le principe actif avec une cinétique qui est proche que celle qu'on observe in vitro. Alors pourquoi on a cette pénétration des particules? Donc pour y voir plus clair, il y a eu un marquage par des fluorophores, donc furazane à l'intérieur des pores, BodyP à l'extérieur des pores. C'est un marquage qui est stable. Et ici, c'est avec des macrophages. Vous voyez les cinétiques par microscopie confocale de capture des nanoparticules. Vous voyez que vous n'avez rien 5 minutes, mais après 1 heure, vous avez quasiment toutes les particules qui ont été phagocytées. Alors évidemment, si vous changez le lignée cellulaire, vous allez changer la cinétique de capture. Mais c'est cette capture rapide par les macrophages qui explique pourquoi on délivre la ZTTP de manière efficace à l'intérieur de la cellule. Alors en termes d'activité in vitro, donc ça c'est des travaux faits par Pascal Clayette à SPI Bio à Saclay. Donc il a comparé effectivement le matériau tout seul, la molécule phosphatée tout seul, sa version non phosphatée et la molécule phosphatée encapsulée dans les pores. Donc c'est sur les cellules infectées par le virus HIV. Vous voyez que le matériau tout seul n'est pas cytotoxique, ce qui est une bonne nouvelle, et que le matériau finalement encapsulant le principe actif phosphaté est celui qui possède la meilleure activité in vitro. Alors, un autre exemple, cette fois-ci, je vais vous montrer qu'on peut essayer de faire des choses in vivo avec ce type de matériau. Donc, c'est une molécule anticancère qui s'appelle le busulfan, qui est une molécule utilisée pour la leucémie, traitement de la leucémie pédiatrique. Donc, c'est une molécule qui est un agent alkylant, mais qui a comme problème particulier, c'est qu'elle est très peu soluble, elle recristallise, et également elle est fragile chimiquement, elle se dégrade dans l'eau. Et ce qui est administré actuellement, la voie d'administration, c'est une solution de solvant organique, diméthylacétamide, donc qui présente évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, des problèmes de toxicité importants. Alors tout d'abord, on a encapsulé le principe actif dans les pores du matériau. Donc comme attendu, on encapsule 10 à 30% dans 2 de ces carboxylates de fer. Donc ça, c'est quelque chose d'attendu. On n'a pas pu faire suivre la libération par SPLC, évidemment, parce qu'avec ce type de molécule, c'est difficile. Donc on a suivi la libération au milieu physiologique par RMN du proton en phase liquide. Et vous voyez ici que vous avez des cinétiques qui sont certes pas aussi séduisantes qu'on l'attendait, mais on a quand même une libération sur une durée de 8 heures, alors que les meilleurs polymères, non seulement ils encapsulent moins, mais ils libèrent tout en une demi-heure. Donc on a quand même un progrès significatif par rapport aux meilleurs polymères sur le marché actuellement. On vérifie par des tests in vitro sur des lignées cellulaires de leucémie humaine que le principe actif, quand il est encapsulé dans les pores, il est libéré sous sa forme active. Alors ça paraît évident, mais il ne faut pas oublier que vous avez ici des carboxylates de fer. C'est quand même des catalyseurs acides, acidité de Lewis, acidité asper-redox également, ils sont connus pour oxyder les alcanes. C'est des molécules fragiles, donc on a quand même vérifié avec ce test-là que ce qui était libéré, ou une partie de ce qui était libéré, c'était quand même la forme active de la molécule. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et il y a eu des premiers tests d'injection de nanoparticules contenant le busulfan qui ont été réalisés sur des rats. Alors, c'est des particules non fonctionnalisées en surface. On a comme voulu voir s'il y avait un impact, notamment en termes de pharmacocinétique. Donc, on s'est aperçu des choses suivantes. C'est quand on encapsule le principe actif dans les pores, on passe des nanoparticules qui sont chargées négativement à des nanoparticules qui sont chargées positivement. De plus, le busulfan étant hydrophobe, on rend les particules hydrophobes. Donc, hydrophobe est chargé positivement. C'est connu que ça provoque une capture par les macrophages supérieurs. C'est ce qu'on observe. Effectivement, ici, c'est la libération dans le sang d'acide trimésique. Et vous voyez que les particules non contenant pas le principe actif, on a beaucoup plus de ligands dans le sang. Et si on regarde effectivement la biodistribution dans les différents organes, on voit que les particules contenant le principe actif sont plus nombreuses effectivement dans le foie et dans la rate que les particules non fonctionnalisées. Donc ça, c'est un effet, on va dire, lié au changement de charge des nanoparticules. Mais ce qui est très intéressant, si on regarde maintenant la quantité de principe actif qui est libérée soit en injectant la solution commerciale, soit en injectant le matériau contenant les nanoparticules, on voit qu'on a une réduction très forte de la quantité de busulfan dans le sang lorsque l'on capsule le principe actif dans le matériau.
Ça veut dire que le busulfan qui est administré directement, il va aller dans le sang, mais il va être détruit et il va être éliminé rapidement. Dans notre cas de figure, le principe actif est quand même retenu dans le matériau et on a donc un espoir que lorsqu'on aura une fonctionnalisation de surface adéquate, on pourra cibler la cellule cancéreuse et ainsi éviter d'avoir tout le principe actif qui partira dans le sang. Donc c'est un résultat préliminaire, effectivement, mais on a une forte modification de la pharmacocinétique grâce à l'encapsulation. Donc évidemment, en termes de chimie, ce n'est pas suffisant d'avoir ces nanoparticules qui encapsulent et qui libèrent de manière contrôlée. Il faut aussi apporter des propriétés de surface, comme vous le savez tous. Hein. Donc effectivement, les stratégies sont différentes, qu'on ait des comportements, enfin des choix de système différents selon qu'on considère l'administration intraveineuse, orale ou cutanée. Hein. Donc par exemple, l'héparine, chitosane, ou effectivement ici utiliser du PVA pour faire des patchs cosmétiques. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous présenter tous les résultats, je vais me focaliser sur un exemple, celui de l'héparine. Donc l'héparine, c'est ce type de polymère, donc, avec des fonctions sulfonates. Donc évidemment, vous n'allez pas faire des liaisons covalentes avec la surface des nanoparticules. Néanmoins, on peut arriver à mettre 20% en surface autour de ces nanoparticules de carboxylate de fer. Et on analyse effectivement ici qu'on a un changement de la charge, une inversion de la charge de surface lorsqu'on met l'héparine autour des nanoparticules. Et aussi, fait très important, on n'a aucune pénétration du polymère à l'intérieur des pores, puisque ici on a des solides qui sont micro-mésoporeux, donc ils ont une très très forte affinité pour les polymères, et donc c'est une difficulté supplémentaire par rapport à la fonctionnalisation de la silice, où une silice mésoporeuse aura, l'effet de confinement sera beaucoup plus faible avec le polymère, et donc on sera moins confronté que ces problèmes de blocage des pores, comme avec les MOF. Néanmoins, il suffit de choisir des systèmes avec des charges qui sont opposées, ou disons, pour pas qu'il y ait une affinité trop forte avec la paroi des matériaux, et aussi des polymères ou des molécules bioactives qui sont trop encombrées de façon à pénétrer dans les pores. L'avantage de ce recouvrement de surface par l'héparine, c'est qu'on a des stabilités colloïdales fortement améliorées en fonction du temps, puisque ça c'est un problème si on veut administrer, si on coagule les particules. Et on a une relative stabilité du recouvrement, alors près de 100% dans l'eau. Quand on passe en milieu PBS, évidemment, on a seulement 40% après 7 jours qui est préservé, puisque le matériau se dégrade. Donc il y a d'autres stratégies de fonctionnalisation de surface qui sont covalentes, mais je n'ai pas le temps de le présenter aujourd'hui. Que se passe-t-il maintenant en termes de toxicité? Si vous mettez l'héparine autour des nanoparticules, on vérifie qu'il n'y a aucune modification de la toxicité in vitro. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir est-ce qu'on a un changement de capture par les macrophages. Donc ici, c'est des résultats d'activation du complément. On voit que les particules non modifiées et les particules modifiées en surface n'ont pas de différence en termes d'activation du complément. Mais le résultat qui est très intéressant, c'est qu'on a de 10 à 100 fois moins de production de cytokines, on va dire, lorsqu'on a l'héparine en surface des nanoparticules par rapport aux matériaux non fonctionnalisés. Donc c'est un résultat très positif qui nous a conduit à nous demander s'il y a un effet attendu sur la furtivité de ces nanoparticules. Alors ça, c'est les tests in vitro, hein, donc, qui ont été réalisés par microscopie confocale. Donc ici, vous avez le noyau, vous avez la membrane autour, et on a utilisé quelque chose qui est très avantageux ici, c'est qu'on a du fer 3+, des clusters, donc on a l'autofluorescence du fer. Ici, donc les petites particules vertes, c'est les nanoparticules de MOF ici. Donc, on peut coupler même des fois quand on a un fluorophore, la fluorescence du fluorophore et l'autofluorescence du fer pour avoir deux types d'imagerie sur ce type de particules. On a regardé en fonction du temps, donc pour le matériau tout seul et le matériau recouvert d'héparine. Alors c'est pas forcément évident vu les échelles ici, mais pour lui faire confiance qu'on a nettement moins, on a un ralentissement qui est significatif de la capture par les macrophages lorsqu'on a l'héparine en surface, surtout après 1 heure. Donc, et ce qui veut dire qu'en tout cas in vitro, on a un effet sur la furtivité relativement intéressant à temps court, ce qui pourrait permettre d'éviter effectivement in vivo d'avoir une capture trop rapide par les macrophages. Alors les tests in vivo sont en cours pour essayer de vérifier ces hypothèses. Alors maintenant, je vais terminer par ça. C'est juste pour vous présenter une alternative qui se rapproche de ce qui existe un peu avec les cocristaux. Hein. C'est au lieu d'essayer d'avoir des matériaux poreux et d'encapsuler dans les pores, et ce qui présente des limitations en termes de quantité encapsulée, l'alternative consiste à prendre le principe actif lui-même et de le faire réagir avec un cation métallique biocompatible ou endogène, hein, donc ici le fer, et d'essayer d'en faire un matériau. L'avantage, c'est que la quantité de principe actif, c'est le ligand, donc c'est très important. Et vous allez ensuite libérer le principe actif par la dégradation du matériau. Alors ici, c'est l'exemple avec la vitamine B3, l'acide nicotinique.
Et ici, vous voyez qu'on libère 100% de la dose en milieu physiologique. Alors, vous voyez aussi que c'est très rapide. Donc, même si vous pouvez vous dire que 80% des molécules actives ont des groupements complexants, le problème, c'est que ça va être très difficile de contrôler la libération. Alors, on a testé un grand nombre de ces principes actifs, des phosphonates, des carboxylates, etc., etc. Et on a tous les cas de figure. On a les matériaux qui ne se dégradent pas du tout, les matériaux qui se dégradent trop vite. Néanmoins, il y a quelques exemples qui montrent qu'on peut avoir des libérations contrôlées. Je vais vous montrer un seul exemple. C'est avec l'acide gallique. L'acide gallique qui est un phénol naturel, qui est présent dans la nourriture, qui est dans le milieu végétal, etc. Et surtout qui possède un certain nombre de propriétés intéressantes, comme les activités antioxydantes. Alors donc, on a fait une étude pour essayer de faire réagir cet agent complexant avec des cations biocompatibles, magnésium et calcium. Et donc, en réalisant une synthèse, bien sûr, verte dans l'eau, on a pu obtenir 3 matériaux différents avec ce type de ligand, et surtout avec un état de protonation du ligand différent. Donc, ces 3 structures, donc à base de magnésium, calcium, et deux structures à base de calcium. Et au-delà des différences structurelles qu'il y a entre ces solides, ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans 2 cas de figure sur 3, l'acide gallique est déprotoné qu'une seule fois. 2 fois, le carboxylate et un seul phénol. Dans le 3e cas de figure, on a toutes les fonctions acides qui sont déprotonées. Et je vais vous montrer que ça a une influence très très forte en termes d'activité. Donc tout d'abord en termes de stabilité chimique. Dans l'eau et en milieu culture cellulaire, vous avez le matériau qui possède toutes ces fonctions déprotonées et ne se dégrade pas. Les 2 matériaux qui possèdent donc un acide gallique partiellement protoné se dégradent à des vitesses plus ou moins, on va dire, lentes. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que la stabilité chimique, elle dépend vraiment de la structure, mais on peut la moduler selon le type de structure. Maintenant, si vous regardez la toxicité in vitro, dans un premier temps, de ces galates, donc avec différentes lignées cellulaires, on voit qu'on a une toxicité qui est assez proche de celle attendue pour l'acide gallique seul, avec une différence tout de même, c'est que le matériau qui, lui, ne se dégrade pas, forcément, il libère moins vite l'acide gallique, et donc c'est lui qui est le moins, on va dire, toxique, mais de manière globale, ces matériaux ne sont pas toxiques. Si on regarde maintenant l'activité antioxydante de ces galates métalliques, donc tout d'abord, en l'absence d'espèces oxydantes rajoutées au système, donc ici, vous avez la comparaison avec les 3 matériaux, vous avez le contrôle positif, vous avez ce qu'on appelle le contrôle basique, c'est-à-dire la molécule, et ainsi avec l'additif qui sert en fait à déterminer la quantité de ROS qui a été fournie. Vous voyez que les 3 matériaux, on va dire, ont très peu de différence avec le contrôle, sauf dans le cas de figure où vous avez les 2 matériaux qui se dégradent, et là, aux doses les plus importantes, 60 microgrammes par millilitre, vous avez un effet, on va dire, en l'absence d'espèces oxydantes additionnelles. Si vous rajoutez cette fois-ci un inducteur de ROS, ici, donc vous rajoutez les espèces oxydantes, donc on voit toujours que le matériau qui, lui, n'est pas dégradable, il n'y a aucun effet. Par contre, les 2 matériaux ont un effet qui est croissant avec la dose, et on voit même que sur les 2 matériaux, donc, on peut arriver à des quantités injectées de particules telles qu'on a même une activité antioxydante qui est supérieure à celle du contrôle. On a vérifié que les hydroxydes métalliques n'avaient aucun effet, et on a vérifié que l'effet, en fait, ici, était le même que celui de l'acide gallique seul. La différence, c'est qu'en changeant finalement le type de structure que l'on a, on peut arriver à contrôler la cinétique de libération et donc le temps pour lequel on veut l'activité antioxydante soit active. Voilà, donc en conclusion, donc, je dirais que les nanomorphes, à partir de compositions biocompatibles, sont des matériaux biodégradables qui possèdent des capacités d'encapsulation très importantes. On peut arriver, malgré leur dégradabilité, en jouant sur les interactions, à des libérations contrôlées. Une possibilité alternative, c'est d'utiliser les molécules actives comme ligands directement pour faire des molécules bioactives. Et dans ces cas-là, il faut jouer sur la structure de façon à pouvoir contrôler la libération du principe actif. En termes de fonctionnalisation de surface, c'est un domaine qui n'est pas complètement mature, mais on arrive à faire des choses intéressantes. Néanmoins, on n'a pas encore démontré que cette fonctionnalisation de surface pouvait être efficace in vivo, de façon à pouvoir avoir les propriétés de furtivité et d'adressage de celles obtenues avec les autres vecteurs. On peut modifier, on a démontré qu'on pouvait modifier sans la fonctionnalisation de surface la pharmacocinétique. C'est possible, ça a été montré que le busulfan, mais ça a été démontré aussi avec d'autres molécules. Les tests sur les modèles animaux sont actuellement en cours, donc la prochaine fois, on pourra vous montrer certainement quelques résultats.
Enfin, il y a d'autres domaines sur lesquels nous et d'autres groupes dans le monde, bien sûr, travaillent. Donc, c'est en couple, c'est les nanoparticules avec des nanoparticules d'oxyde de fer. On essaie d'avoir des systèmes stimuli-responsives. On continue à développer la chimie avec les ligands bioactifs. Il y a des choses qui se font aussi de plus en plus pour la partie biomédicale ou pour la détection entre le couplage entre les protéines et les MOF. Il y a une limitation actuelle tout de même avec les grands principes actifs, par exemple le docétaxel. Il n'y a pas encore de matériaux avec des tailles de pores suffisantes et une stabilité chimique suffisante de façon à avoir des libérations contrôlées. Et effectivement, on s'intéresse aussi à d'autres applications par la suite. Donc, je vais remercier les collègues qui ont participé à cette étude, donc mes collègues en particulier Patricia Arcajada, les postdocs et les étudiants, donc en particulier Teresa Simon-Nerza, Tania Hidalgo, et les collaborateurs, donc l'équipe de Patrick Couvreur et anciennement Ruxandra Greff à Châtenay-Malabry, Africa Gonzalez à Vigo, Pascal Caillé du CEA, Angelo Passi de l'Institut Gustave Roussy, les collègues de la modélisation Guillaume Morin à Montpellier, et les collègues pour la synthèse micro-ondes, les collègues coréens. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christian.